Alors aujourd'hui je vais continuer sur la série des corps subtils. Donc on a vu jusqu'à maintenant le corps éthérique, les corps énergétiques, le corps mental et le corps émotionnel. Donc ces différents corps subtils sont bien répertoriés, donc pratiquement dans, tout le monde s'entend sur leur existence et il n'y a pas trop d'ambiguïté sur leur existence. Par contre, les autres corps qui sont plus subtils, qui vibrent plus haut, ben là déjà il y a différentes écoles entre guillemets sur le sujet. Donc ben maintenant je vais aller explorer ceux qui vibrent plus haut que le corps émotionnel, juste au-dessus. Et voilà, donc je me connecte à l'éther. Alors déjà, on me montre un corps qui est un peu alors au niveau symbolique, hein, parce que c'est dans un plan où la couleur telle qu'on a l'habitude de les voir, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est une représentation symbolique sous la forme d'une couleur qui est un peu jaune orangé. C'est un corps qui est quand même beaucoup plus grand que le corps émotionnel. Il a une forme presque sphérique, mais pas tout à fait sphérique, encore un peu ovale quand même, comme le corps émotionnel. Mais il est beaucoup plus grand. Je dirais qu'il fait à peu près... alors, ça dépend des personnes, mais là, on me dit en moyenne, il fait à peu près 3-4 mètres de diamètre. Il est plus grand en vertical qu'en horizontal, donc il est un peu ovale. Puis autour de 3 mètres en, en horizontal et en vertical environ 4 mètres ou 4 ou 5 mètres. Il est beaucoup plus gros que le corps émotionnel. Mais il a une forme qui ressemble un peu. Là, je vois comme une structure interne, un peu comme un cristal, un peu. Ça fait penser un peu quand on dessine sur une, une, euh, une représentation de la Terre avec les méridiens et latitude, longitude, tout ça. Là, on voit, c'est comme un quadrillage comme ça. Et bien, il y a une espèce de quadrillage comme ça dans ce corps-là. Donc ça fait comme des compartiments différents à l'intérieur, un peu comme une ruche, mais ça a pas une forme, ça a des formes plutôt, un peu comme si comme on coupe un oignon comme si on coupait un oignon en fait. On découpe un oignon. Au départ, il a une forme sphérique et puis on le coupe dans une direction, on le coupe dans une autre direction, etc. Au bout d'un moment, ça fait des petits morceaux d'oignon. En fait, cette grande structure là, on dirait que c'est une accumulation de petits morceaux d'oignon pour donner une idée. Et que en fait, chaque compartiment, c'est un peu comme des bases de données en fait. C'est un peu comme comme chaque compartiment correspond à un type d'information. C'est c'est euh, c'est comme une bibliothèque en fait, une bibliothèque d'informations. C'est une information qui n'est pas verbale, euh, qui se rapproche plutôt du niveau émotionnel. Et c'est pas par hasard que justement ce corps-là se trouve immédiatement au-dessus du corps émotionnel. C'est parce que une bonne partie des informations qui sont stockées dans ce corps s'apparentent à des informations non verbales euh, proches du plan, proches d'une émotion, d'une information émotionnelle.
On pourrait dire que ça ressemble à des concepts qui peuvent être soit verbaux, soit non verbaux. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'exprimer dans certains cas avec une représentation verbale, avec des mots. Et puis parfois c'est pas, et le plus souvent même plutôt, c'est pas verbalisable. Ça peut être représenté par une émotion par exemple, mais qui n'est pas verbalisable, ou alors par une forme d'énergie, mais encore une fois non verbalisable. On me dit par exemple, quand on parle de la musique, des fois on ressent des perceptions qui sont liées à la musique, mais on n'arrive pas à verbaliser ces perceptions-là. C'est plus de l'ordre de l'émotion. Et bien, dans ce corps qu'on pourrait considérer qui renferme tous ces concepts, et bien il est stocké en fait ce genre d'informations. Ça peut être des informations qui sont liées à la personne, à l'âme en question, à son parcours dans cette vie-ci, mais pas uniquement. C'est connecté à des informations de l'âme, donc qui ont pu être acquises lors d'expériences dans d'autres vies. C'est un espèce de stockage d'informations. On me dit que c'est pas toutes les informations dont auxquelles l'âme peut avoir accès, c'est qu'une partie, et c'est surtout ce qui va être utile pour l'incarnation actuelle. C'est-à-dire que il va y avoir des informations qui vont être en accès assez rapide, assez direct, à travers ce corps qu'on pourrait dire appelé corps conceptuel, des concepts quoi. Ce corps, il contient tous les concepts qui sont utiles pour l'incarnation en cours. Ça peut être des concepts qui sont acquis lors de cette vie-ci ou lors d'autres vies. Mais dans tous les cas, ce sont des concepts qui sont utiles pour cette vie-ci. Et par contre, il y a d'autres informations qui, elles, sont issues d'autres vies et qui ne sont pas utiles pour cette vie-ci. Et à ce moment-là, ils ne sont pas stockés dans ce corps conceptuel. Il y a une interaction entre l'âme et ce corps conceptuel parce que, par exemple, quand une personne fait une hypnose spirituelle ou hypnose régressive, peu importe le terme, et qu'elle va dans une vie antérieure aller chercher des informations sur des informations qui lui sont utiles pour cette vie-ci, certaines de ces informations ne sont pas encore forcément dans le corps conceptuel, mais après la séance, une fois la séance effectuée, ou une fois les informations récupérées de ces vies antérieures, qui sont utiles pour cette vie-ci, eh bien elles sont stockées dans le corps conceptuel. Elles viennent se rajouter dans une des cases qui ressemble à un morceau d'oignon, et elles deviennent immédiatement accessibles ensuite à la personne pour son incarnation. Donc elles sont, c'est comme les histoires de mémoire à court terme et mémoire à long terme. Il y a des choses qui sont entre guillemets dans la mémoire à long terme de l'âme qui sont pas accessibles immédiatement si on fait une recherche en mémoire. Et par contre, il y a ce qui est en mémoire à court terme qui est immédiatement accessible. Ce qu'on appelle aussi la mémoire de travail. Et bien ça, c'est le corps conceptuel, il détient des informations qui correspondent à la mémoire de travail, à la mémoire qui est immédiatement accessible. Donc c'est vraiment pour pouvoir être actif et être utile dans la vie courante de la vie actuelle de la personne. Et c'est justement pas pour que la personne ait des difficultés à récupérer cette information. C'est quand cette information elle est dans le corps conceptuel, elle est accessible immédiatement. Alors on me dit dans les informations verbales qui sont stockées dans ce corps conceptuel, il y a tout ce qui est le langage par exemple, le langage acquis.
Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des informations d'une langue que la personne n'a jamais appris dans cette vie-ci, mais qu'elle a appris dans une autre vie, par exemple, parce qu'elle a vécu, je prends n'importe quoi comme exemple, si la personne elle vit en France, elle est française, elle a toujours vécu en France, et elle n'a jamais appris le chinois, mais que dans une vie antérieure elle était chinoise, eh bien elle a appris forcément cette langue du chinois dans cette vie antérieure. Et en fait, si pour une raison X ou Y, cette information, cette langue, elle est utile pour son incarnation actuelle, eh bien l'âme a pu transférer des informations de cette langue chinoise dans son corps conceptuel, et à ce moment-là, la personne, elle peut se mettre à parler en chinois lors d'une hypnose spirituelle, par exemple. Parce que en fait elle peut se mettre à parler en chinois lors d'une hypnose spirituelle parce qu'elle va revenir dans une vie antérieure où elle était chinoise, mais en fait elle peut très bien avoir toutes les informations du chinois sans passer par une hypnose spirituelle, sans passer par une connexion à l'âme, et simplement parce que ces informations du chinois sont stockées dans son corps conceptuel. Et du coup elle va pouvoir comprendre du chinois alors qu'elle n'a jamais appris de chinois. Elle ne sait pas pourquoi, mais ça lui semble facile. Donc, ou alors elle va se mettre à apprendre le chinois beaucoup plus facilement qu'une personne qu'une personne lambda, parce qu'en fait elle a déjà dans son corps conceptuel des éléments du chinois. Et on me dit que par exemple les génies, par exemple Mozart, dans son corps conceptuel, il y avait déjà plein d'informations sur la composition musicale, les capacités à jouer des instruments, etc. C'était déjà dans son corps conceptuel. Donc en fait, il a réactivé tout ça, mais c'était déjà présent en lui. Et donc c'est pour ça que il est considéré comme un génie, parce que il avait ces informations-là en lui, et donc très jeune, il s'est mis à composer des symphonies, etc. Parce qu'en fait, il avait déjà tout le matériel à l'intérieur de son corps conceptuel, et il n'a pas eu besoin de faire une hypnose spirituelle pour aller dans des vies antérieures ou quoi que ce soit. C'était stocké dans son corps conceptuel, toutes ces informations. Parce que en fait, dans sa mission d'âme, c'était prévu qu'il ait ce parcours-là, et donc des informations de ses vies antérieures, son âme a stocké dans son corps conceptuel toutes ces informations-là, comme à disposition pour qu'il puisse réaliser sa mission d'âme, qui comprenait justement le fait de composer de la musique à un âge très jeune. Donc ce corps conceptuel, dans son cas, il était rempli déjà d'informations de vie antérieure de musicien. Et bon, là c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Toutes les facilités, on dit l'inné et l'acquis. Et l'inné, en fait, toutes les facilités de l'inné, elles sont stockées dans le corps conceptuel. Alors, je me demande s'il y a autre chose à dire sur le corps conceptuel. Il peut être stimulé dans certaines en fonction de l'état émotionnel, en fait. C'est comme s'il y avait une interaction entre le corps émotionnel et le corps conceptuel, et que dans certains états émotionnels, en fait, il va y avoir un accès, il va y avoir des informations du corps conceptuel qui vont émerger. C'est pour ça qu'il y a une forte connexion entre les capacités d'apprentissage. Quand on veut apprendre quelque chose, si on mémorise mieux si on est dans certains états émotionnels.
Donc c'est pour ça que par exemple, quand on est... Là c'est un exemple particulier, mais si il nous arrive un événement traumatisant qui nous a provoqué une émotion forte, on va mémoriser cet événement très bien, parce qu'il y aura eu une émotion forte associée. Et en fait, ça va arriver dans le corps conceptuel, cette information, beaucoup plus facilement, parce que il y a une émotion qui est forte. Et à chaque fois qu'il y a des fortes émotions, en fait, on va activer le corps conceptuel davantage. Soit on va stocker des informations dans ce corps conceptuel, soit on va en extraire, en récupérer. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi des émotions qui peuvent provoquer des rappels d'informations, qui peuvent nous faire revenir en mémoire des choses, parce qu'on a vécu une émotion à un moment donné. Il y a une interaction, une interaction entre le corps émotionnel et le corps conceptuel qui est assez importante. Je demande s'il y a autre chose à dire concernant le corps conceptuel. On me dit que le corps conceptuel il est mis à jour à fréquence régulière. C'est-à-dire que il y a tellement d'informations qui circulent dans l'environnement que s'il absorbait tout, il serait vite saturé en fait. Et donc en fait à intervalles réguliers, c'est comme s'il y avait un scan qui était fait de ce corps conceptuel pour évaluer ce qui est toujours utile et ce qui ne l'est plus. Et donc évacuer ce qui n'est plus utile. Sinon ça serait... le corps conceptuel, entre guillemets, il exploserait vite fait parce que c'est comme une éponge informationnelle et vu l'environnement informationnel hyper saturé d'informations dans lequel la plupart d'entre nous vivons, il serait vite saturé en fait. Donc il y a une mise à jour régulière et en fait souvent la nuit, en fait, ça sert souvent pour faire des mises à jour du corps conceptuel. Il y a une interaction entre des cycles du sommeil et le corps conceptuel. Notamment, ce qui s'est passé dans la journée, ça va être plus ou moins intégré dans le corps conceptuel en termes de mémoire. Et puis, il va y avoir des mises à jour sur qu'est-ce qui doit être conservé et qu'est-ce qui ne doit plus être conservé dans le corps conceptuel. Le corps conceptuel sert aussi de pont pour certains rêves. Il sert un peu de source d'informations pour créer des scénarios qui sont de nature onirique. Dans les rêves, il y a des rêves qui correspondent, on me dit, à vraiment des projections de conscience. Par exemple, on va dans un corps qui est incarné, que notre âme incarne, un corps qui l'incarne en même temps que le nôtre, parce que notre âme peut s'incarner dans plusieurs corps simultanément. On peut aussi explorer des plans non physiques. Il y a plein de choses qui peuvent être faites en projection de conscience et qui sont associées à des rêves, mais il y a aussi des rêves qui sont purement des créations, on va dire, de notre inconscient. Et pour cela, quand c'est de la création, il va extraire des informations qui sont issues du corps conceptuel et il va les mélanger, il va les montrer avec une approche symbolique des fois. C'est un côté un peu artistique, hein. C'est par exemple un peintre qui veut faire de l'art contemporain, il va pas représenter un bol sous une forme évidente, il va le représenter le bol par exemple sous une forme décalée entre guillemets, symbolique ou analogique. Et là, l'inconscient lui fait un peu sa propre peinture abstraite à partir d'informations extraites du corps conceptuel pour
pour créer un rêve. Et on me dit que c'est pour ça qu'il y a pas mal de rêves qu'il faut décoder de façon symbolique, parce que ben, en fait cette partie de l'inconscient ne va pas ne prend pas les informations directes qui sont stockées dans le corps conceptuel, il les transforme à sa façon avant de les projeter sous forme onirique. Je demande s'il y a autre chose à dire sur le corps conceptuel. Ben, on me dit que l'essentiel a été dit.